Le cortège avançait le long de la route. Les chevaliers à pied qui les accompagnaient marchaient devant tout le monde. Derrière eux se trouvait une calèche tirée par une paire de chevaux. Les charrettes chargées fermèrent la marche. La voiture elle-même montrait de toute son apparence qu'une personne importante de ce royaume y voyageait. 2 drapeaux flottaient au-dessus d'elle, et regardant par la fenêtre de la cabine, se trouvait une charmante brune aux traits délicats et aux yeux ambrés bridés en amande. C'était Adélaïde Gottroff. La jeune fille était une magicienne attaquante de haut niveau qui réparait les dégâts causés au portail descendant du ciel. Et en même temps, la princesse héritière de l'Empire Gottroff. La femme a donné une lettre à la jeune fille. Elle rapporta que c'était sur proposition de l'empereur Ekmon, et elle a assuré à sa fille qu'elle pourrait devenir impératrice. La jeune fille a dit qu'elle voyait à quel point sa mère était inquiète de ne pas vouloir la laisser ici. La femme était surprise que cela arrive à sa fille. Après tout, je m'attendais à ce qu'elle réagisse avec approbation. Adélaïde restait silencieuse. Elle était visiblement plongée dans ses pensées. Puis elle attendit l'explication de sa mère, lui donnant l'occasion de clarifier ce qu'elle avait dit plus tôt. La femme se pencha plus près de sa fille, et elle a expliqué qu'elle lui parlait de cette journée à chaque fois que c'était difficile pour elle. Elle dit que si elle avait laissé mourir son frère Lucio, elle serait devenue impératrice de Gottroff. La jeune fille a demandé à sa mère d'arrêter. La femme a demandé à Adèle de se rappeler qu'elle avait un devoir envers son frère unique. La mère était sûre qu'elle serait certainement dévouée à Lucio. Mais elle lui a aussi demandé de réfléchir à ceux qui arriveraient à ses futurs enfants. En réponse, la jeune fille a seulement écarquillé les yeux de surprise face à de tels discours. La femme a également demandé à sa fille de réfléchir à ceux qui allaient arriver à ses proches. Après tout, il n'aurait guère partagé une telle position avec elle. Et elle lui demanda si elle-même ne doutait pas au fond d'elle-même. Adélaïde réfléchit et devint triste. Les commissures des lèvres s'affaissaient sensiblement, et le regard s'arrêtait en un point du sol. Et la mère a continué à convaincre la jeune fille que son existence même était extrêmement dangereuse pour l'Empire Gottroff. Par conséquent, pour le bien de son frère et de sa maison, Adèle a dû partir. Et maintenant, l'héroïne de notre histoire montait en calèche. Un manteau de voyage avec une capuche était jeté sur ses épaules, et le visage a une expression de tristesse. Au bout d'un moment, Adèle ouvrit un petit coffre noir. La jeune fille en a sorti une photo. On y voyait un homme blond en uniforme. Ce type était l'actuel dirigeant de l'Empire d'Ekmon, et l'homme qu'elle épousera. Et il s'appelait Karl Ulrich Ekmon. Après avoir regardé l'image pendant un moment, Adèle a remis la photo dans le coffre. Mais son attention fut alors attirée par une liasse de papier plié en 4 qui gisait sur le plancher de la voiture. La jeune fille le ramassa et le déplia. Il s'agissait d'informations sur la concubine de Karl Ulrich Ekmon. Elle s'appelait Diane Poitiers, 29 ans. Adèle plia également ce document et le plaça dans un coffre noir. Elle s'est assise et a réfléchi. Cela l'a mise en colère. Qu'elle a quitté sa terre natale, traversé les mers profondes et est arrivée sur ce continent, où c'était un pays étranger et où il n'y avait personne en qui elle pouvait avoir confiance. La fille est allée très loin de chez elle, et elle était censée devenir l'impératrice de cette terre. Le palais était éclairé par les rayons brillants du soleil, et à cause de cela, il semblait briller de reflets dorés. Un homme blond était assis à la table du bureau. Il a soigneusement examiné l'image sur la photographie. L'homme fut surpris par l'expression du visage de la jeune fille. Il s'est demandé comment il était possible d'envoyer une photo à sa future épouse avec une telle expression. Et je préférerais que cela se fasse avec un doux sourire. Mais ensuite, il pensa que c'était une sorte d'indice que la jeune fille viendrait ici non pas en tant qu'épouse, mais en tant qu'impératrice. Karl se dit que même la photographie ne traduisait pas toute l'audace de la jeune fille qui y était capturée. Il considérait cela comme une triste circonstance. Et il pensait que ce serait bien si elle venait ici en tant que femme. La voiture continuait son mouvement. Les chevaliers qui l'accompagnaient la suivirent. Adèle s'assit à la portière et regarda dehors, lissant ses cheveux corbeaux. Un mois plus tard, la jeune fille s'est présentée au portail. Le temps était ensoleillé et le ciel était d'un bleu agréable. Un beau jeune homme brun avec des traits du visage net et des yeux bridés bleu foncé. C'est Lionel Valdor. Il était le 2e fils du duc Valdor. Il occupait désormais le poste de ministre de la Défense et de commandant de la garde dans l'Empire. Et maintenant, je regardais la voiture avec l'invité de haut rang apparaître à l'horizon. Les hommes de main ont déclaré au commandant qu'il semblait que ceux qu'ils étaient censés rencontrer étaient déjà arrivés. Il leur répondit qu'il avait tout vu lui-même, et il a ordonné d'avancer. Lionel sauta rapidement et adroitement sur son cheval et partit au galop comme le vent. Notre héroïne,
ayant écarté le rideau de la cabine de sa voiture, aperçut un groupe de 6 cavaliers se précipiter vers eux. L'un d'eux a devancé tous les autres. Adèle a demandé à la femme combien de temps ils devaient repartir. Elle a répondu que la porte qu'ils avaient vue était la première, et le deuxième était encore dans 1 heure. La fille y réfléchit. Elle a dit qu'elle aimerait changer de vêtements, et elle tira plus fort le rideau de la fenêtre. La voiture s'arrêta à la demande d'Adèle avant d'atteindre les portes de l'Empire. Descendant à proximité, le commandant de la garde Lionel Valdor s'est approché d'eux. Une femme vêtue d'une longue et modeste robe noire et d'un manteau de voyage sombre avec une capuche se tenait près de la voiture et attendait. Le ministre de la Défense a frappé à la portière. Il a demandé pardon. Il s'est présenté avec son nom et de qui il s'agissait, et qu'il est venu accompagner l'invité. La jeune fille resta silencieuse. La servante qui l'accompagnait appela la princesse, et elle a demandé la permission d'ouvrir la porte si elle était déjà prête. Lorsque la porte s'ouvrit, Lionel aperçut une belle brune vêtue d'un tailleur-pantalon. Le commandant était fasciné et sans voix, et ses yeux ambrés le rendaient tout simplement fou. Sortant de sa transe, Lionel a demandé pardon. Et lui tendant la main, il aida la jeune fille à descendre de la voiture. C'est seulement à ce moment-là qu'il remarqua ses vêtements. Ce qui l'a également étonné. Elle portait un pantalon. La brune le remercia modestement de l'avoir rencontrée, et elle s'est présentée comme étant Adelaide Gautroff. Le commandant, en réponse, s'est également présenté poliment en indiquant qu'il s'appelait Lionel Valdor. La jeune fille a dit que ce n'était pas facile de voyager ici pendant 2 mois, en naviguant sur un bateau et en étant assise dans une calèche. Et Adèle demanda au commandant s'il avait un cheval supplémentaire. Il était un peu abasourdi et lui a demandé pourquoi elle avait besoin d'un cheval. La fille a dit qu'elle aimerait monter à cheval. Le commandant se demanda pourquoi elle s'habillait ainsi. L'un de ceux qui l'ont rencontrée a assuré à son Altesse que les chevaux militaires n'étaient pas du tout dociles, et il pensait que cela pouvait constituer un danger pour elle. La jeune fille demanda avec surprise comment il pouvait s'inquiéter pour elle. La princesse Gautroff. Adèle sauta rapidement sur le cheval et, se pressant contre son garrot, commanda « Mais !» et partit au galop. Le capitaine était horrifié. Il comprit que ce n'était pas en vain qu'elle insistait sur son opinion. Après tout, j'ai vu à quel point elle était une merveilleuse cavalière. Après avoir parcouru un cercle considérable, la jeune fille quitta la baie. Ils semblaient tous les deux énormément apprécier la balade. Adèle caressa et tapota le garrot du noble animal et le félicita. Le commandant Valdor s'est rapidement approché de l'invité de l'Empire. Le bord de son manteau flottait au vent. Après l'avoir rattrapé, il se tourna vers son Altesse et lui demanda si elle se sentait mieux. Adèle a répondu par l'affirmative, précisant que c'était grâce à sa permission d'aller faire un tour. Elle a admis qu'elle aimerait rouler un peu plus. Mais la jeune fille s'est rendue compte que ce serait problématique si elle apparaissait dans le palais sous cette forme. Le capitaine était d'accord avec son opinion selon laquelle elle aurait dû prendre une voiture pour se rendre au palais. Adèle, soucieuse de bon sens et ne voulant pas de conversation scandaleuse autour de sa personne, a déclaré qu'elle le ferait. Une servante qui l'accompagnait attendait la jeune fille près de la voiture. Elle baissa la tête à la vue de la maîtresse. La brune jeta un coup d'œil de côté au commandant. Elle a remercié Lionel Valdor d'avoir ajouté de la couleur à sa journée ennuyeuse. Et elle a exprimé l'espoir qu'ils auraient encore la chance de monter à cheval ensemble. Le jeune homme a longtemps regardé pensivement la princesse Adelaide Gautroff. Il pensait qu'une femme aussi inhabituelle deviendrait l'impératrice d'Egmont. L'empereur Charles d'Egmont était assis dans son bureau. Devant lui se trouvaient des papiers commerciaux. On frappa à la porte. Un domestique entra timidement. Il rapporta au maître qu'une servante était arrivée du palais d'Ivoire. Le blond demanda ce qui s'était passé, se frottant la tempe avec un doigt et regardant de côté le serviteur, derrière le dos duquel la servante piétinait. La jeune fille dit timidement que Madame Diana l'avait envoyée lui demander de l'aide. Des couronnes de différents motifs et incrustations reposaient sur des coussins de satin rouge. La blonde en prit un dans ses mains et le fit tournoyer, l'examinant, appréciant son apparence. Des pas ont été entendus devant la porte. Cela a alarmé la jeune fille. Bientôt, une blonde vêtue d'une robe rouge dufteuse apparut sur le seuil. Il s'agissait d'Élisabeth Ulrich, grande duchesse, demi-sœur de l'empereur et seule femme de la famille régnante. Diana salua timidement et poliment la grande duchesse alors qu'elle la saluait. Et elle demanda ce qui l'avait amenée au palais d'Ivoire. La duchesse jeta un coup d'œil furieux aux bijoux. Et elle demanda brusquement ce que c'était et comment elle devait le comprendre. Elle demanda à Diane si l'empereur lui-même le lui avait donné, ou si elle n'avait plus besoin de sa permission pour entrer dans le trésor impérial. La concubine aux yeux bleus lui répondit négativement, et elle a assuré qu'elle choisissait simplement une couronne pour l'impératrice.
Élisabeth considérait qu'il était erroné que la concubine choisisse personnellement la couronne de la future épouse du monarque. Et elle a assuré que si l'Empire Gotroph en prenait conscience, il pourrait y avoir des désaccords. Diana, sans répondre, devint triste. La duchesse prit une des couronnes et, la tournant dans ses mains, demanda son avis à ce sujet. Élisabeth affirmait que seule la sœur de l'empereur pouvait faire un meilleur choix qu'une concubine. La jeune fille aux yeux bleus s'éclaircit un peu la gorge et s'excusa. Et elle lui rappela qu'elle était la seule femme divorcée de leur empire. Et donc elle n'avait pas le droit de choisir une couronne pour l'impératrice. Diana a affirmé que, comme elle le savait, ces femmes ne participaient pas aux préparatifs du mariage de quelqu'un d'autre. Pour cette remarque véridique, la jeune fille a été traitée de nom insultant. Soudain, la porte s'ouvrit, et l'empereur Charles en colère apparut soudain sur le seuil. Il a demandé avec colère ce qu'ils faisaient tous les deux ici. La duchesse baissa les yeux. Et Diana se dit que son apparition tombait à point nommé. La concubine dit timidement à son Altesse qu'elle était infiniment heureuse de le voir. L'empereur jeta un coup d'œil de côté à sa sœur. Elle réalisa que c'était un piège, aussi rusé qu'un renard de jeune fille. Karl a demandé ce qu'il faisait ici. Élisabeth demanda à son frère avec surprise qu'il n'avait tellement rien à faire qu'il relégua les affaires de l'Empire au second plan pour suivre les traces de sa maîtresse. La fille a dit qu'il ne la croirait toujours pas, qu'elle n'avait rien fait avec Diana. La concubine essuya les larmes de ses joues blanches avec son poing. L'empereur demanda pourquoi Diane pleurait alors. La jeune fille leva vers l'empereur un regard brillant. Elle lui a demandé d'arrêter, et elle a assuré que la duchesse n'était responsable de rien. Diana a assuré qu'elle faisait de son mieux pour être utile à Sa Majesté et préparer son mariage. Mais apparemment, ces efforts n'ont pas été du goût de la grande duchesse. Élisabeth marmonna entre ses dents qu'elle était redevenue extrême, saisissant un homme innocent à la gorge. Et elle a dit à son frère que sa fille bien-aimée s'exhibait simplement sous prétexte de préparer le mariage. Karl ne partageait pas l'opinion de sa sœur. Il a dit que dans la famille impériale, il n'y avait aucune femme digne qui serait impliquée dans l'organisation. Et au lieu de gratitude, Diana est confrontée à des plaintes. Il a fait valoir que cela était inacceptable compte tenu de la réputation de la duchesse elle-même. La jeune fille a répondu que c'était le même sujet que celui de son divorce qui avait été évoqué. L'empereur propose d'arrêter la discussion à ce sujet. Il a dit qu'il la prévenait pour la dernière fois qu'il confiait tous les problèmes du mariage à Diana. Et il informa la duchesse qu'elle devrait se tenir à l'écart et simplement regarder ce qui se passait. Élisabeth a dit qu'elle ne pouvait plus supporter cet endroit. Et dès que la cérémonie de mariage sera terminée, elle envisage de partir immédiatement pour son pays natal. Karl n'a pas répondu aux paroles caustiques de sa sœur. Il se tourna simplement brusquement et s'éloigna. Diana a appelé son Altesse. Il se figea dans l'embrasure de la porte dès qu'il franchit le seuil de la pièce. Puis ils partirent tous les deux ensemble. Et la grande duchesse resta seule. Elle resta longtemps assise devant les décorations du trésor impérial, les yeux fermés, pensant. Diana savait que tout le monde considérait l'empereur comme le soleil. Et plus ils étaient proches de lui, plus il recevait de rayons. Et la jeune fille croyait que si Élisabeth était la sœur de l'empereur, cela ne lui donnait pas le droit de le déranger. Et elle se considérait comme sa lune, une compagne à part entière. La duchesse pensait que Diana avait tellement bandé les yeux de son frère qu'il ne pouvait pas voir la réalité. Elle se demandait si la future impératrice supporterait cela. La jeune fille s'assit sur le canapé et caressa la tête blonde de l'homme. Il était allongé sur ses genoux. Elle dit à l'empereur qu'il était temps pour lui de partir. Karl lui répondit les yeux fermés qu'il aimerait rester ainsi encore un peu. Diana pensait que cet homme était si beau. Elle admirait son front, ses cils, son nez, ses lèvres. Elle aimait absolument tout chez lui. La jeune fille prononça doucement le nom complet de son amant. Même cela lui paraissait beau. La concubine se dit que cet homme était le sien, et elle n'a jamais eu l'intention de le partager avec qui que ce soit. Bientôt, l'homme se redressa brusquement et appela Diane. Il lui semblait qu'il avait entendu ses pensées égoïstes. Elle regarda l'empereur avec un air coupable de ses yeux bleus sans fond. La jeune fille a demandé pardon à son Altesse, et elle essuya les larmes de son visage avec son poing. Karl lui a demandé pourquoi elle pleurait, et il a suggéré que cela pourrait être dû au comportement grossier de la duchesse. La concubine nia en secouant la tête. Elle a dit qu'elle doutait que la future impératrice l'aimerait. Diana a demandé si elle aurait dû quitter le palais. Et elle a dit qu'elle le ferait volontiers si cela convenait à Sa Majesté. Karl a assuré à sa bien-aimée que l'impératrice ne deviendrait pas une menace pour elle. Il se tourna sur le côté et se frotta l'arête du nez avec ses doigts. La jeune fille s'essuya les yeux pour éviter l'excès d'humidité. Il lui a demandé de pardonner. Après tout, il lui semblait qu'à cause d'elle, Sa Majesté avait constamment des problèmes.
Elle regarda l'homme avec dévotion dans les yeux, et elle a assuré qu'il était le seul au monde pour elle. Diana s'autorisa à serrer l'homme dans ses bras, pressant tout son corps contre lui. Na lui dit que même s'il avait une impératrice, l'essentiel était qu'elle l'ait. Le visage de l'homme restait inexpressif. Pressant sa joue contre sa poitrine, la jeune fille se dit que personne n'oserait lui enlever son amour, que ce soit même sa femme légale. Diana était assise sur le canapé avec un cahier déplié sur ses genoux. Il y avait 2 théières sur la table, et il y avait un gars assis en face d'elle. Il lui demanda avec surprise si elle avait réellement choisi un costume formel pour l'empereur. Le gars avait les mêmes yeux bleus que Diana. Il a dit qu'il ne restait que quelques jours avant le mariage. Et il se demandait comment elle pouvait rester si calme. La jeune fille regarda froidement son frère. 2 servantes se tenaient sous la porte, la tête baissée, mais prêtes à tout moment à se mettre au service de leur maître. Diana a accordé une attention particulière à la blonde. Elle a dit à celui-ci qu'elle la voyait pour la première fois, et elle ordonna de relever son visage. La servante leva les yeux avec ses yeux bleu clair. Daina remarqua ses 12 yeux blonds et bleus. Je pensais que même si la fille ne se démarquait pas vraiment, mais j'ai pensé que cela valait la peine d'être plus prudent. Elle a ordonné à haute voix à tout le monde de quitter la pièce. Elle a dit qu'elle aimerait parler seule à son frère. Les servantes partirent docilement immédiatement. Diana a dit à son frère qu'elle l'avait déjà prévenu, pour qu'il ne prenne pas de blonde aux yeux bleus comme servante. Le gars a rétorqué qu'il y avait beaucoup de filles de ce genre dans l'Empire, et il a refusé de s'asseoir et de les choisir en fonction de leur apparence. Diana répondit froidement à son frère qu'il devrait le faire, et elle lui a demandé s'il la comprenait. Le blond céda, insistant sur le fait qu'il comprenait tout. La jeune fille lui a également demandé de se contrôler en présence de domestiques, et s'il pensait qu'il n'en était pas capable, alors il valait mieux ne pas venir du tout. Au fait, mon frère a demandé à Diana si elle était sûre de pouvoir le supporter. Il savait que l'impératrice était une femme inhabituelle, car elle était la princesse Gotroff. La jeune fille lui a demandé à quoi il faisait allusion. Le gars a expliqué que même si l'empereur se comportait comme s'il ne pouvait pas vivre sans elle, mais il ne lui permit pas de prendre la place de l'impératrice. Diana a été surprise par les discours de son frère, et il continua à penser que la princesse, au moins pour le bien de sa réputation, essaierait de se débarrasser de la concubine en sa personne. La jeune fille a dit que, selon les rumeurs, la future impératrice était très belle, et son frère lui a demandé combien de fois il lui avait dit qu'elle devait tomber enceinte avant que l'empereur ne se marie. Diana a commencé à lui crier dessus. Elle lui demanda avec surprise s'il pensait vraiment que c'était si facile. Le visage du gars était tendu. Après tout, il connaissait de première main le caractère de sa sœur. Et Diana, lissant ses cheveux, dit avec confiance à son frère que l'impératrice ne recevrait aucun privilège. Et lorsqu'il lui a demandé de quoi il parlait, elle a assuré que Sa Majesté était très hostile au mot « impératrice ». Mais le gars ne comprenait toujours pas sa sœur. Elle expliqua en souriant légèrement que Karl n'avait pas fait d'elle sa femme parce qu'il l'aimait tellement. Mais mon frère a qualifié cela de non-sens. Il a assuré à la jeune fille qu'elle ne connaissait pas du tout les hommes. Et il était sûr que l'amour se refroidissait, et que l'amour de l'empereur pour elle ne ferait pas non plus exception. Diana a insisté sur le fait qu'elle le savait. Elle a partagé l'idée que l'amour pour une personne vivante s'atténue toujours. Mais elle était également sûre que l'amour pour un homme mort ne disparaîtrait jamais. La jeune fille ouvrit le médaillon sur son cou. Il y avait le portrait d'une blonde aux yeux bleus. Elle dit à son frère que l'empereur voyait en elle sa défunte mère. Diana a déclaré que la femme était morte à cause de la tyrannie du dirigeant précédent. Et par conséquent, la future épouse est déjà détestée par l'empereur avant même leur rencontre personnelle. La concubine ferma le médaillon. Elle a demandé à son frère s'il pensait maintenant que l'amour du dirigeant pour elle pourrait se calmer avec le temps. Le gars regarda sa sœur avec étonnement. Et elle a demandé quelle option était, à son avis, la meilleure. Une impératrice qui n'a qu'un titre. Ou elle, qui a l'amour et le pouvoir de l'empereur. D'autres événements nous amènent au palais d'Ekmont. Le lendemain de l'arrivée d'Adélaïde, il y avait une file d'attente pour la saluer. Tout cela a été fait pour bien se montrer devant la future impératrice. Mais même après la fin de toutes les réunions, déjà au coucher du soleil, il n'y avait aucune visite ni aucune nouvelle de l'empereur lui-même. Adèle pensait qu'il n'était finalement jamais venu. Les servantes se tenaient devant la jeune fille, regardant le sol. Elle a dit qu'elle était très fatiguée aujourd'hui, et elle leur ordonna de lui préparer un bain chaud. Elle a ordonné que si d'autres invités arrivaient, ils seraient renvoyés, qu'ils viennent déjà demain. Adèle portait un sous-vêtement et des pantoufles moelleuses. Elle se sentait déjà détendue et se préparait à se reposer. Mais soudain, une blonde inconnue aux yeux bleus, vêtue d'une robe jaune dufteuse, apparut devant elle.
La jeune fille regarda directement la future impératrice, sans baisser les yeux. Adèle se demandait qui elle était, et elle a dit à voix haute et menaçante que c'était sa chambre, et que tous les invités devaient être escortés jusqu'au salon et l'y attendre. La brune ne pouvait pas comprendre pourquoi cette fille se trouvait avec une telle confiance dans la chambre de quelqu'un d'autre sans ses propriétaires. Pendant ce temps, la blonde salua joyeusement la princesse, et elle se présenta en disant qu'elle s'appelait Poitiers. Notre héroïne s'est souvenue de ce document contenant des informations sur les concubines de l'empereur Charles. Adélaïde a déclaré que tous ses vêtements étaient mouillés parce que ses cheveux étaient mouillés. Elle a demandé de les sécher. La servante répondit docilement à la princesse. La jeune fille s'assit près de la coiffeuse et la servante lui apportait déjà une grande serviette éponge. Diana pensa que l'empereur n'aimerait pas du tout une telle dame. Adèle remarqua que l'invité non invité souriait légèrement. La blonde proposa d'aider la princesse à se sécher les cheveux. Elle demanda froidement si la jeune fille faisait partie des domestiques locales. Et sinon, elle ne comprenait pas pourquoi elle voulait le faire. Adèle demanda sévèrement si la jeune fille n'était pas une servante, que faisait-elle alors dans sa chambre sans autorisation? La fille aux yeux bleus a dit qu'elle demandait pardon si elle avait offensé quelqu'un. Et elle a assuré qu'elle voulait juste lui dire quelque chose. Diana a assuré qu'elle aimerait parler des goûts de l'empereur. Elle était sûre que la princesse serait intéressée par ceux que l'empereur aimait. La blonde leva son doigt et le fit tournoyer. Elle a dit que Karl aimait les cheveux ondulés. Et comme les cheveux d'Adèle étaient désormais mouillés, elle aurait dû les sécher pour que des vagues apparaissent. La concubine dit que la princesse était si pâle qu'elle aurait dû mettre du rouge sur ses joues. Elle se caressa les joues, comme pour imiter le mouvement d'une éponge. Adélaïde se demanda avec rage comment cette fille avait même osé lui dire une telle chose. Et il l'attrapa par les cheveux et commença à la secouer douloureusement et avec force. Lâchant la blonde et lui tournant le dos, la princesse lui ordonna de lui apporter un verre d'alcool. Adèle s'assit sur la chaise. Elle a dit qu'il disait qu'il y avait une boisson populaire dans cet empire, et elle a eu envie de l'essayer. Elle a dit qu'elle boirait un peu et se coucherait. La princesse fut surprise que la blonde vienne lui dire quelque chose qu'on ne lui demandait pas. Diane, fermant nonchalamment les yeux, répondit que la princesse ne connaissait pas les goûts de l'empereur. Elle voulait donc lui donner un indice. La brune a demandé si l'invité non invité travaillait à temps partiel dans différents endroits, transmettant ses préférences à différentes personnes. La concubine ne trouva rien à répondre à une telle pique, et Adèle dit que si tel était le cas, elle demandait que ses vœux soient transmis à l'empereur. Elle tenait un verre de vin dans ses mains, et elle a dit qu'elle aime les hommes qui disent en face ce qui les concerne personnellement. La jeune fille a assuré qu'elle n'avait jamais trahi ses principes de sa vie et qu'elle n'avait pas l'intention de le faire. Et c'est pourquoi elle pensait qu'elle n'avait pas besoin d'écouter des informations qui ne lui étaient pas utiles. Et la princesse a invité la blonde à s'adapter à ses goûts. Diana avait l'air triste et coupable. Adèle a dit qu'elle était libre et qu'elle pouvait déjà partir. La blonde baissa simplement la tête avec soumission. Diana a dit doucement qu'elle avait apparemment fait une erreur en venant ici, et elle a demandé pardon. Elle a gentiment souhaité à la jeune fille d'agréables vacances. Et elle a dit que si des questions se posaient, elle pouvait l'appeler à tout moment. Diana a dit que, sur ses ordres, les domestiques s'occuperaient de la jeune fille, et se retourna et partit avec la permission de la princesse. Après son départ, la princesse a eu mal à la tête. Elle se souvint de cette dernière phrase de la concubine, et elle eut le sentiment qu'elle était la maîtresse ici, et qu'elle était son invitée. Adèle fut surprise d'arriver à peine et rencontra immédiatement la maîtresse de l'empereur Charles-Guillaume Équemont. Enfin, le jour du mariage arriva. Mais l'empereur n'est jamais venu rencontrer la princesse avant la cérémonie, et ces rumeurs se sont répandues dans tout l'empire. Adèle l'a traité de nom offensant, et je pensais qu'il y avait tout un drame ici. Elle regarda sa robe de mariée, et elle comprit que cette Diana Poitiers était en charge de toutes les affaires du palais. La fille était en colère parce qu'il donnait l'impression qu'elle était là par accident. La servante appela la princesse, et en désignant le produit, elle a dit que c'était sa couronne en or blanc. Elle m'a demandé si elle voulait l'essayer. La jeune fille a aidé à mettre la couronne sur la tête d'Adèle. La brune fronça les sourcils en regardant son reflet dans le miroir. La servante a demandé si la princesse l'aimait, et elle a demandé s'il existait de l'or ordinaire. Elle a insisté sur le fait qu'elle préférait la couleur or plutôt que l'argent. Adèle ôta la couronne de sa tête. Elle a dit qu'il était encore temps avant la cérémonie et a ordonné de changer de couronne et de lui en apporter une en or. L'empereur se tenait à côté de Diane. Il l'a appelée. Les mains de la jeune fille tremblaient. Elle avait l'air triste et déprimée. La jeune fille regarda Sa Majesté avec ses yeux bleus. Des traînées de larmes coulèrent sur ses joues. Diana a demandé pardon la tête baissée.
Et l'empereur se souvenait d'une femme aussi petite et faible qu'elle. Charles pensait qu'il voulait protéger cette femme de l'impératrice, tout en ignorant cette terrible femme. Lorsqu'il pensait au mot « impératrice », il frissonnait. La concubine a dit à son amant qu'Adélaïde était belle et noble. Elle a dit que quelqu'un comme elle ressemblerait à une femme de chambre ordinaire à côté de la princesse. La jeune fille savait que la propre mère de Karl était une servante ordinaire. Et j'espérais que ces mots le blesseraient énormément. L'empereur a peut-être demandé à la jeune fille le jour où elle allait la saluer. Elle a dit que rien ne s'était passé entre eux. Diana, les larmes aux yeux, a assuré que lorsque la princesse lui demandait qui elle était, elle ne pouvait pas lui répondre. Et cela la rendait très triste. La concubine a dit qu'il était important pour elle qu'il ne soit proche que d'elle. Mais elle comprit qu'elle en voulait trop. La jeune fille a commencé à respirer fréquemment par la bouche. Elle semblait étouffée, à cause d'une crise d'étouffement. L'empereur s'inquiéta pour elle et lui demanda de respirer plus lentement. Diana commença à boiter. L'empereur s'assit à côté d'elle. Il a ordonné à haute voix d'appeler un médecin. La jeune fille avait des larmes qui coulèrent sur son visage. À travers des crises d'étouffement, des gémissements, elle demanda à Sa Majesté de ne pas la quitter. La jeune fille a perdu connaissance et est tombée sur Karl. Il essaya de la retenir, s'agenouillant devant elle. Les gens murmuraient pourquoi l'empereur n'était pas là. Et on ne savait pas pourquoi il était si en retard et il n'y avait aucune nouvelle de lui. Après tout, c'était son mariage. On supposait que ce Poitiers aurait pu le retenir. La mariée se tenait seule devant l'autel. Adélaïde a grondé silencieusement son futur mari insouciant. Elle ne pouvait pas se permettre d'être ridiculisée. L'horloge indiquait 12:20, mais l'empereur ne parut toujours pas. La princesse était triste. Parmi la foule d'étrangers, elle se sentait seule. Elle n'avait même personne pour demander ce qui se passait ici. Elle avait l'impression d'être sur un champ de bataille sans armes. La jeune fille se souvenait des instructions qu'elle recevait à la maison. La femme a dit à la princesse qu'elle était la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. Elle a dit que son honneur et sa dignité étaient uniquement entre ses mains. Et elle m'a demandé de les garder. Et maintenant, la jeune fille remercia mentalement la nounou pour ses aimables instructions. Et j'ai décidé que je devais me contrôler. Adélaïde tourna la tête et dit « Quelqu'un, apportez-moi une chaise. Je vais m'asseoir avant l'arrivée de l'empereur. » La jeune fille pensait que même les aristocrates présents ici étaient assis. Alors pourquoi a-t-elle dû se lever? Les dames chuchotaient, ne comprenant pas ce que la princesse allait faire. Deux hommes ont apporté une chaise rembourrée et l'ont placée à côté d'Adélaïde. La mariée s'est immédiatement assise convenablement. Elle semblait le faire avec la plus grande dignité. Les invités étaient extrêmement surpris que la mariée attende le marié empereur en étant assise. Et notre héroïne avait une expression satisfaite sur le visage. Elle parut se détendre et sourit légèrement. L'homme a dit à l'autre que la jeune fille avait assez confiance en elle. Et il était sûr qu'elle ferait ce qui lui conviendrait. La brune aux yeux bleus regarda la princesse. Et elle a attiré son attention sur elle. Notre héroïne a essayé de se rappeler où elle l'avait vue et quel était son nom. Puis elle réalisa qu'il s'agissait de Lionel Valdor. Et l'homme était ravi de la princesse. Il se disait qu'il ne pouvait pas la quitter des yeux. Après tout, en un clin d'œil, la jeune fille a transformé cette chaise en trône. Et tous les nobles étaient désormais confus. Une dame s'est levée de son siège et a dit que cela valait probablement la peine de saluer la future impératrice. Et la blonde à la délicate robe lilas, se rapprochant, salua Sa Majesté. Elle s'est présentée comme étant Élisabeth Ulrich Grand. Elle a dit qu'elle voulait vraiment la rencontrer. L'homme aux cheveux argentés s'approcha également. Il a dit que c'était un grand honneur pour lui de rencontrer Sa Majesté en personne. Et il s'est présenté en disant qu'il s'appelait Ulrich Despontes. Notre héroïne a dit qu'elle ne savait même pas comment se présenter. Et elle a dit que ce mariage se terminerait rapidement pour qu'elle puisse se présenter en toute confiance. Et la jeune fille, modestement mais dignement, s'est présentée comme le futur Ulrich Ekmont Adled. La duchesse Élisabeth a assuré que la princesse était déjà devenue l'impératrice de ce pays. L'homme lui faisait écho, et il a dit qu'elle pouvait prononcer ce nom de famille en toute confiance. Les nobles présents dans la salle ont soutenu cette décision à l'unanimité. Tous les invités sourirent en même temps. Adèle a dit que tout le monde pouvait aussi s'asseoir. Et d'un geste de la main, elle invita tout le monde à attendre ensemble son empereur. La duchesse pensait que la princesse n'était pas si simple. Après tout, immédiatement après les avoir rencontrés, elle leur a indiqué leur place. En une seule phrase, Adèle a fait comprendre à tous ceux qui étaient aux commandes. Et Élisabeth sourit avec contentement. Elle se demandait quelle serait l'expression de son frère Karl lorsqu'il verrait son épouse. Les portes s'ouvrirent, laissant entrer un courant de vent frais. Un morceau de ciel bleu et clair semblait apparaître accidentellement à l'intérieur.
Adèle jeta un coup d'œil de côté à l'empereur. L'homme marchait avec ses lèvres serrées. L'ourlet de son manteau blanc brodé d'or flottait. Les gens baissèrent la tête. Karl se tenait abasourdi à côté de la mariée. Et il était extrêmement surpris qu'elle soit assise alors qu'il était debout. Après une courte pause, Adèle se releva. Tournant la tête vers la servante, elle ordonna qu'on enlève la chaise. « Oui, Votre Majesté » vint la réponse. Bientôt, 2 hommes enlevèrent les meubles de l'allée menant à l'hôtel. Et la jeune fille était la personnification exacte du mot « impératrice ». Karl salua la mariée avec retenue alors qu'il se mettait à son niveau. Elle lui rendit son salut avec la même retenue. La princesse regarda avec appréciation l'homme qui allait bientôt devenir son mari. Elle remarqua son visage gracieux. Et je pensais que ce portrait ne traduisait pas tout cela. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi l'empereur et son futur mari avaient un regard si froid. Après tout, c'est lui qui était en retard. Cela l'irritait énormément. Un serviteur a présenté à Sa Majesté son bouquet de mariée. Des roses aux couleurs délicates et des lys blancs comme neige créaient l'harmonie. Le gars a doucement dit à Karl de prendre la main de l'impératrice et d'avancer avec elle. Le blond plissa les yeux. Il passa devant la jeune fille sans même la daigner d'un regard ou d'un geste. Adèle était déçue par l'attitude si froide de son futur mari à son égard. Les nobles présents dans la salle étaient également confus. Il était surprenant que l'empereur refuse de tenir la main de l'impératrice. Notre héroïne s'est effondrée. Et ses mains, les poings serrés, se mirent à trembler. La servante lui rappela encore une fois le bouquet. Adèle a agité la main et a dit qu'elle n'avait pas besoin de lui. La jeune fille rattrapa le marié et marcha avec lui jusqu'à l'autel. Karl lui dit doucement de ne pas attendre grand-chose de lui. Je lui ai demandé d'avancer et de ne pas s'arrêter. Adèle lui demanda ce qu'il voulait dire. L'homme était en colère qu'elle ait demandé à Diana si elle était une servante. Elle a répondu qu'elle était entrée dans son appartement sans autorisation, c'est pour cela qu'elle était intéressée. Karl a dit que Diana n'était pas une servante. Et il a ordonné de faire attention aux expressions à son égard. Le prêtre a prononcé un discours traditionnel. Et l'empereur dit tranquillement à la mariée à l'autel qu'il n'aurait pas de nuit de noces aujourd'hui. Il lui a dit de ne pas l'attendre. La jeune fille tourna la tête vers l'empereur en plissant les yeux. Le prêtre a dit qu'ils devaient prêter serment d'allégeance l'un à l'autre. Adèle pensait qu'on ne pouvait pas parler du serment d'allégeance. Lorsqu'à l'autel, l'empereur déclara à son épouse qu'elle ne serait pas sa femme. Le prêtre a déclaré que désormais la mariée devenait Adélaïde Ulrich Ekmont. La jeune fille était incroyablement furieuse de tout cela. Mais maintenant, rien ne pouvait être changé. Diana regarda par la fenêtre. Elle a posé la question de savoir si la cérémonie de mariage de l'empereur était terminée. Les servantes lui dirent que tout était fini. Et ils ont quand même proposé un déjeuner à l'hôtesse. Après tout, elle refusait de manger depuis plusieurs jours. La femme aux cheveux bruns a demandé à la servante avec surprise s'il était vrai que Lady Diana n'avait rien mangé exprès. Et elle a précisé qu'elle ne pouvait tout simplement pas le faire. La jeune fille baissa humblement la tête et demanda pardon à la maîtresse. Cela a simplement rendu furieux son collègue plus âgé. Elle a demandé ce qu'on lui avait enseigné en général. Mais la jeune fille, sans comprendre, a dit qu'elle n'était responsable de rien. Lady Diana toucha l'épaule de la servante et lui demanda de s'éloigner. Elle plissa les yeux et regarda directement et avec colère les nouveaux serviteurs. La jeune fille tomba à genoux devant la blonde. Elle a supplié de lui pardonner en s'excusant. Elle a insisté sur le fait qu'elle était nouvelle et qu'elle avait donc commis une erreur. Diana souleva la tête de la servante par le menton avec sa main. Elle lui a dit qu'elle lui expliquerait ce qu'elle avait dit de mal. La jeune fille semblait encouragée par cela et l'espoir brillait dans ses yeux. La blonde lui rappela qu'elle avait dit « Madame ». Et elle demanda si elle se trouvait maintenant dans la maison d'un petit aristocrate. Et était-elle une roturière à ses yeux? La servante tremblait, et Diane déclara fièrement que c'était un palais, et elle était sa propriétaire, et elle s'étonnait que les domestiques osent l'appeler « Madame ». Elle a attrapé avec force la jeune fille par les cheveux à l'arrière de sa tête et a commencé à la secouer avec force. La servante tremblait et pleurait. Elle a assuré que la prochaine fois, elle ne permettrait pas un tel oubli. Et elle a demandé pardon. Diana lâcha les cheveux de la fille, et elle a dit qu'elle était la maîtresse du palais d'ivoire. Et elle ordonna désormais d'appeler sa maîtresse. En lui tournant le dos, la blonde dit qu'il y avait tellement de fous ici que ça la rendait folle. Elle a dit qu'elle avait besoin de s'allonger parce qu'elle n'avait pas mangé depuis quelques jours et qu'elle ne se sentait pas bien. La gouvernante lui a suggéré d'appeler le médecin. Diana a accepté de le faire, et elle m'a demandé de me rappeler qu'elle ne s'est pas levée du lit. Le soir tomba sur le palais, et dans le ciel sans fin des myriades d'étoiles lointaines s'illuminèrent. Notre héroïne était assise dans un fauteuil.
Elle pensait qu'elle ne pouvait faire confiance à personne ici. Après tout, même les domestiques devaient être traités avec prudence. Il n'y a eu aucune relation entre Ekmon et Gautroff pendant longtemps. Cela était dû au fait qu'ils étaient séparés par une immense mer, et il n'était pas nécessaire d'empiéter sur des terres étrangères si éloignées, et encore moins de s'envoyer des espions. Par conséquent, Adélaïde manquait désormais extrêmement d'informations. Elle se gratta la tête pensivement, comme pour essayer de trouver une réponse. Elle se souvenait des paroles de l'empereur lui disant qu'elle ne devait pas attendre grand-chose de lui. La jeune fille était en colère parce que Karl ne s'était même pas arrêté au fait qu'il était en retard à la cérémonie. Elle serra le poing. Supposons que même le jour de leur mariage, il soit allé effrontément voir Diane Poitiers. Pendant ce temps, dans le château d'Ivoire, l'empereur marchait à grands pas le long du couloir. Il était alarmé, et il demanda aux domestiques si Diana s'était réveillée. Ils ont baissé la tête et ont nié. L'homme entra dans la chambre et s'arrêta sur le seuil. La blonde était allongée tranquillement sur l'oreiller, recouverte d'une couverture. À un moment donné, il lui a semblé que c'était sa mère et qu'elle l'appelait « Karl, mon fils ». Mais bientôt l'obsession prit fin. La jeune fille a vu l'empereur porter des vêtements de mariage. Et elle supposait qu'après son évanouissement, son mariage pourrait être perturbé. Karl lui a demandé si elle reprenait déjà ses esprits. Et elle a répondu à sa question par une question. Est-il venu la voir immédiatement après la cérémonie? Et elle a dit qu'il n'aurait pas dû faire ça. Diana détourna le regard et demanda pardon. Après tout, à cause d'elle, l'empereur avait des problèmes continus. Elle a dit à son amant qu'aujourd'hui il valait mieux qu'il soit proche de son épouse légale, à laquelle il lui a prêté serment de fidélité. Et elle supposa qu'elle en avait déjà assez de l'attendre. L'empereur a insisté sur le fait qu'il avait déjà dit à sa nouvelle épouse qu'il ne viendrait pas. Et il a conseillé à Diana de mieux s'inquiéter pour elle-même. Les mains de la jeune fille tremblaient. Elle serrait la couverture. Elle dit avoir choisi la robe de mariée de l'impératrice, sa couronne, son bouquet et ses bijoux. Elle a assuré que lorsqu'elle avait fait tout cela, son cœur était déchiré en morceaux. Des larmes coulaient sur ses joues. Regardant furtivement l'homme, elle décida qu'elle aurait dû s'arrêter là. Sinon, Karl pourrait en avoir assez de ces lamentations constantes. Le visage de l'empereur était de pierre. Il n'exprimait aucune émotion et son regard s'arrêta à un moment donné. La jeune fille pensa avec amertume qu'il y avait encore ce regard insensible de sa part. L'homme a assuré à sa concubine que rien ne changerait, mais resterait le même. Et la réponse fut que Diana lui demanda comment il allait la présenter à l'impératrice. La jeune fille lui rappela qu'il avait désormais une femme, et les aristocrates l'appelleront désormais ouvertement maîtresse. L'empereur était comme un loup solitaire qui ne pouvait être apprivoisé pour toujours. Elle lui a demandé de l'appeler sa bien-aimée. Diana a parfaitement compris qu'elle pouvait contrôler l'empereur comme une marionnette. Karl a accepté de faire ce que voulait sa concubine. Il a dit brièvement « D'accord ». La jeune fille se tourna vers Sa Majesté. Il y avait une supplication dans ses yeux. Elle a demandé à Karl de la serrer dans ses bras en lui tendant la main. Bientôt, l'homme se retrouva allongé avec sa concubine sous la même couverture, la serrant dans ses bras. Et elle pensait que si elle ne pouvait pas devenir son impératrice, elle veillerait à ce que personne n'ait une place à ses côtés. Le matin illuminait le palais des rayons du soleil levant. Les gens dans le palais ne faisaient que chuchoter. Ils furent surpris que l'empereur se rende au palais d'Ivoire immédiatement après la cérémonie de mariage. Et à cause de cela, tout le monde disait que l'impératrice avait passé sa nuit de noces complètement seule. Les dames ont dit que Sa Majesté était en retard au mariage. Et il s'est avéré qu'avant cela, il se trouvait également dans le même palais. Il s'inquiétait pour la pauvre impératrice. Une autre dame a déclaré que la jeune mariée avait interdit à quiconque d'entrer dans sa chambre. Mais elle pensait que cela ne l'aiderait toujours pas à sauver la face. La troisième a déclaré qu'il ne servait à rien qu'elle soit impératrice, même si elle n'a pas atteint le niveau de concubine. L'ami n'a pas réagi et lui a donné un coup de coude pour la faire taire. Les dames ont vu Sa Majesté l'impératrice. Elle était triste mais réservée. Elle était accompagnée à distance par 2 servantes. Récemment, les dames bavardant joyeusement ensemble ont fait une profonde révérence, saluant Sa Majesté. Lorsque l'impératrice s'éloigna, l'une de ces dames demanda prudemment à l'autre si leur conversation pouvait être entendue. Une autre a déclaré qu'elle ne le savait pas, mais a suggéré qu'il devrait faire attention à l'avenir. Et notre héroïne, ouvrant les portes, fit irruption dans sa chambre. Elle s'est dépêchée de s'asseoir sur la chaise. Adèle se couvrit le visage de ses mains, essayant de gérer ses émotions. Elle se demanda à quoi elle s'attendait. Mais je pensais que c'était beaucoup plus difficile que ce que j'avais imaginé auparavant. La princesse est venue ici seule, sans emmener personne de chez elle avec elle. Mais pas seulement parce que telle était la condition d'Ekmon.
C'est juste qu'aucun de ses proches collaborateurs ne méritait de s'exiler avec elle. Adèle se dit qu'elle avait besoin de reprendre ses esprits. Elle aurait dû arrêter de penser au passé. Et elle a dû faire face à ce qu'elle avait. Le banquet de mariage à Équemont avait généralement lieu le 3e jour après la célébration. Diana redressait les fleurs dans les pots de fleurs. La femme de chambre a demandé à la maîtresse s'il y avait autre chose à faire. Elle a répondu négativement. À cause des monstres descendus de la tour, Diana a perdu ses parents. Mais elle n'a toujours pas reçu le statut de fille du comte, et puis elle a réussi à gagner l'amour de l'empereur lui-même. La jeune fille croyait qu'elle avait tout réalisé uniquement grâce à sa diligence. Elle pensait qu'il y avait ici une fille qui était née sous une bonne étoile et qui, devenue princesse, n'avait pas le droit de se tenir au-dessus d'elle-même. Diana pensait qu'aujourd'hui l'impératrice ne pourrait pas pleinement jouir de son statut. Mariage, nuit de noces, premier banquet. Diana croyait qu'elle serait elle-même le personnage principal de tous ces événements. Elle serra fermement la fleur de rose dans sa main. La jeune fille croyait qu'au départ tout cela n'appartenait qu'à elle. Le lassage de la robe ne se rejoignait pas sur le dos de la brune. Elle a dit d'un ton menaçant aux femmes de chambre qu'il n'y avait pas lieu de tarder davantage. Et elle a exigé qu'il soit retiré immédiatement. Alédia était assise sur le canapé et buvait du thé. La servante baissa la tête et demanda pardon. Elle a supposé que les mesures de Gottroff ne correspondaient pas à celles d'ici. La nouvelle impératrice a demandé pourquoi la robe de mariée lui convenait. La servante a suggéré qu'il avait été fabriqué par d'autres artisans. Et une fois de plus, elle s'est excusée. Mais il n'y avait rien à faire. Et Adèle ordonna à la servante d'aller corriger cette situation. Elle a dit que tout allait bien, car elle pouvait se permettre d'être en retard à ce banquet. Les servantes se balançaient d'un pied sur l'autre et marmonnaient quelque chose. Adèle a demandé quel était le problème. Les filles se sont excusées. Et ils ont dit qu'il était très difficile d'ajuster des vêtements dans des tailles plus petites. Et la jeune fille se disait qu'elle détruisait constamment des monstres et des tours. Et la bataille à l'intérieur du palais lui paraissait si insignifiante. Adèle n'a jamais pris de pause dans cette guerre. Elle s'est mise en garde de ne pas se détendre une minute à Équemont. Et j'ai rassemblé mes pensées. Elle a dit que dans ce cas, elle avait 2 options. Et elle joignit les mains devant elle. Adèle s'est dit que soit elle ne se présenterait pas à la réception de mariage, soit qu'elle porterait une robe de mauvaise taille. La jeune fille a demandé aux servantes si Diana Poitiers avait préparé son mariage. Et elle souhaitait également savoir si l'empereur lui-même lui avait pardonné. Ces 2-là se contentèrent d'acquiescer silencieusement en réponse à l'impératrice. Elle trouvait ça drôle. Que la concubine voulait montrer son inaccessibilité à l'aide de ses robes et de l'amour de l'empereur. Elle ordonna au serviteur d'apporter sa robe de mariée et sa couronne. La femme de chambre fut extrêmement surprise. Et Adélaïde a dit que tout le monde la sous-estime. Diana pensait avec joie que l'impératrice ne réapparaîtrait probablement plus jamais. Elle doutait qu'elle vienne ici avec les vêtements qu'elle avait apportés avec elle. Et toutes les robes préparées étaient trop petites pour elle. Elle dit que le comte d'Esponte l'avait beaucoup aidée. L'homme a dit que tout était dû à son goût raffiné. Et une dame a dit à l'hôtesse que son collier semblait être l'un de 16 tout nouveaux articles. Diana l'a confirmé. Et elle s'est vantée qu'ils incluaient également des boucles d'oreilles. La fille a dit tristement qu'elle voulait chercher quelque chose pour elle-même. Mais j'ai découvert qu'elle avait déjà tout acheté. Et donc, elle a dû revenir. À propos, la dame a appris que l'empereur avait passé sa première nuit de noces avec Diane Poitiers. Et en riant, elle dit qu'elle les enviait d'avoir un tel amour. La concubine a demandé à la dame de s'abstenir de telles déclarations. Après tout, elle se sentait vraiment désolée pour l'impératrice. La jeune fille pensa que ces aristocrates, nés avec une cuillère en or dans la bouche, étaient maintenant debout et essayaient de se rapprocher d'elle d'une manière ou d'une autre. Elle a déclaré à haute voix qu'elle l'avait envoyé plusieurs fois chez sa femme. De nombreuses personnes ont complimenté Diana, ont essayé de garder un contact visuel avec elle et de lui sourire. Quelqu'un lui a même demandé de réduire les impôts en raison d'une mauvaise récolte. Et d'autres ont demandé de leur envoyer quelques grévistes. Tout cela coupait le souffle de la jeune fille et excitait tout son corps. Et son frère disait que leur maîtresse était si modeste. Le gars savait que sur ordre de l'empereur, toutes les questions liées au palais étaient sous le contrôle de sa sœur. Et l'éventail de ses droits était évidemment bien plus large que celui de l'empereur lui-même. Une voix masculine a déclaré que ces propos pouvaient être considérés comme une trahison. Les visages de Diana et de son frère tombèrent. Et le duc Valdor, toujours aussi réservé, s'était empressé de les rejoindre. Le gars aux yeux bleus a demandé au ministre quel était le problème. Et il m'a demandé d'expliquer sur quoi ils se trompaient. Diana pensait qu'ils auraient dû les arrêter. Après tout,
Un conflit entre eux dans un tel endroit ne pourrait qu'aggraver la situation. Le duc a dit qu'il pourrait lui rappeler à nouveau pourquoi ils organisaient un banquet ici. Le gars serra les dents. Et le ministre a ajouté que s'il s'inquiétait ne serait-ce qu'un peu pour lui-même, il aurait dû faire attention à ses paroles et à ses actes. Le duc se retourna et s'éloigna. Frère Poitiers se précipita pour le rattraper. Diana a essayé de se calmer et d'arrêter le gars enragé. Mais ensuite, l'apparition de Sa Majesté l'impératrice elle-même fut annoncée. Tous les regards étaient tournés vers elle. Adélaïde est apparue au banquet dans sa robe de mariée avec une couronne sur la tête. Elle marchait majestueusement, la tête haute. Le duc Valdor ne quittait pas de son regard admiratif la belle et si lointaine impératrice. Pendant ce temps, la jeune fille marchait le long des marches recouvertes de moquettes jusqu'aux 2 places d'honneur du hall. Diana, qui s'attendait à la honte de sa rivale, serra silencieusement les dents de colère. L'aristocratie fut surprise par l'apparition de son dirigeant. Adélaïde a dit avec espièglerie aux messieurs qu'elle était un peu en retard pour son propre banquet. Et les invités ont compris qu'Adélaïde marchait avec confiance le long des escaliers impériaux, que personne n'avait le droit de monter. Diana a regardé tout cela, et elle n'aimait visiblement pas cette ambiance. Après tout, les yeux de la noblesse étaient désormais tournés vers l'impératrice. Adèle demanda au comte d'Esponay s'il était content du banquet. L'homme a exprimé sa joie que Sa Majesté soit enfin arrivée. Il a insisté sur le fait qu'il l'avait attendue toute la soirée. La jeune fille s'assit avec confiance sur l'une des 2 chaises à la place d'honneur. Elle s'est comportée avec fierté et dignité. Les aristocrates ne savaient que faire, et ils décidèrent lequel d'entre eux saluerait en premier l'impératrice. Une brune aux yeux bleus foncés prit la parole. Il se tourna vers Sa Majesté. C'était Lionel Valdor. Adèle le reconnut immédiatement. Le ministre baissa la tête, suivi du reste des invités de ce banquet. Il a dit qu'il était heureux de l'accueillir. L'impératrice répondit avec retenue qu'elle était heureuse de se rencontrer. Et elle a demandé si tout le monde venait du duché de Valdor. Et les aristocrates ont décidé que cela ne fonctionnerait pas. Qu'eux aussi devraient la saluer personnellement et se présenter à qui ils étaient dans cet empire. Diana était en colère que l'impératrice ne la regarde même pas. Et les aristocrates sont venus en foule saluer Adélaïde. La concubine gonfla les lèvres de ressentiment. Et comme l'impératrice ne voulait pas la regarder, elle allait faire en sorte de ne la regarder qu'elle. Les nobles dames remarquèrent la blonde. Ils la reconnurent comme étant Madame Poitiers. Et ils furent surpris de voir comment elle pouvait se présenter devant l'impératrice dans un tel endroit. Et ils croyaient que l'empereur lui-même était derrière elle. La jeune fille salua Sa Majesté. Elle s'est présentée comme étant Diane Poitiers. Adélaïde a répondu poliment qu'elle était heureuse de les rencontrer. Et je me suis dit que j'avais décidé d'organiser un spectacle amusant pour les personnes présentes. La blonde a assuré que c'était elle qui avait organisé le mariage et ce banquet. Et elle a demandé si elle l'aimait aussi. L'impératrice a dit que Diane avait fait de son mieux. Elle a dit à la jeune fille de ne pas s'inquiéter de ne pas pouvoir porter les robes qu'elle lui avait préparées. Adélaïde a assuré que toutes les robes étaient tout simplement magnifiques. Mais à son grand regret, la taille ne lui convenait pas. Et elle a dit qu'il n'était même pas nécessaire de s'excuser, car tout le monde pouvait se tromper. La concubine était encore plus bouleversée. Elle remarqua seulement que l'impératrice portait une robe de mariée. Parce que cela ne ressemblait pas à une robe de mariée, elle ne s'en est même pas rendue compte tout de suite. Les gens à proximité ont commencé à murmurer que si Madame Poitiers préparait elle-même les vêtements, il s'est avéré qu'elle faisait délibérément du mal à l'impératrice. La jeune fille sentit sur elle des regards critiques. L'apparition de Sa Majesté l'empereur est annoncée. L'homme était extrêmement réservé et froid. Il est apparu à un moment où la situation aurait pu dégénérer encore davantage. Karl marcha le long du tapis jusqu'à la place d'honneur. Il remarqua qu'aujourd'hui encore, tous les regards étaient tournés vers l'impératrice. Adélaïde dominait et dominait tranquillement. Il lui semblait qu'elle était si cruelle que même si elle était piquée, pas une goutte de sang ne coulerait d'elle. Une larme coula des yeux bleus de la concubine. Et l'empereur regarda sa bien-aimée avec colère. Il voulait entendre ses explications. Diana regarda son Altesse à travers les yeux d'une victime. L'impératrice était perplexe. Elle était en colère que son mari pense que c'était elle qui avait fait pleurer la jeune fille. Karl a demandé à sa femme ce qu'elle faisait maintenant. Elle pensait que c'était ce qu'elle voulait lui demander. Adélaïde a répondu qu'elle disait juste bonjour. L'empereur était indigné qu'il soit impossible de dire bonjour, que maintenant sa bien-aimée pleurait. La brune a répondu qu'elle était également intéressée par la raison pour laquelle elle versait des larmes ici. Et elle a suggéré d'en parler personnellement à la fille. Karl se tourna vers la concubine, attendant désormais ses explications. Elle a dit qu'elle voulait simplement saluer l'impératrice.
L'homme monta les marches. Il passa silencieusement devant sa femme et s'assit sur le trône. Adèle ravala une fois de plus son ressentiment à son égard. Les musiciens jouaient magistralement des violons. Les mélodies coulaient dans toute la salle de banquet, divertissant les invités. Karl a froidement dit à sa femme d'arrêter de la toucher. Il a dit qu'elle était sa bien-aimée, alors il a exigé de la laisser tranquille. Il a posé la condition qu'il ne s'inquiéterait pas pour son amant. Et il a demandé si sa femme était prête à s'entendre avec lui. La fille pensait qu'elle ne savait pas si cette qualité était bonne. Mais quand elle était en colère, la première chose qu'elle faisait était de sourire. Adélaïde a répondu que son mari le dirait à sa bien-aimée, qu'elle l'a rencontrée 2 fois, et à chaque fois, elle venait elle-même vers elle. L'empereur, se détournant de sa femme, sirotait du vin rouge dans un verre. Le compagnon d'armes du ministre s'étonnait que l'impératrice ne perde pas son calme même à un tel moment. La brune répondit que c'était le cas, et il vit qu'elle ne restait pas tellement imperturbable, mais qu'elle se calmait plutôt. Déjà le soir au palais après la fin du banquet, après avoir enlevé sa robe élégante et l'avoir remplacée par une robe plus familière, notre héroïne pouvait laisser libre cours à ses émotions. Adèle était tout simplement furieuse. Elle se tenait debout, les yeux fermés et les mains posées sur la table ronde. Elle était simplement furieuse contre ces robes qui ne lui allaient pas, ce sourire narquois et ces insultes cachées dirigées contre elle. La jeune fille se dit qu'à cause des émotions éclatées, son mana avait trop augmenté. Pendant ce temps, dans sa chambre, le lustre du plafond se balançait. Adèle vit par la fenêtre qu'il faisait déjà nuit dehors. Elle essaya de se détendre en regardant les étoiles à travers la vitre. Elle a mis son visage sous l'éclat des étoiles. Et je me suis dit que c'était encore trop tôt. Elle avait besoin de se retenir. L'impératrice se servit un verre de vin rouge. Et maintenant, elle le buvait avec plaisir à petites gorgées. Elle était prête à ignorer Poitiers. Mais elle ne comprenait pas ce qui arrivait à Karl. Adèle a décidé que puisque son mari ne pouvait pas vivre sans cette bien-aimée, pourquoi ne l'avait-il pas fait impératrice? Mais au lieu de cela, il l'a amenée, une princesse d'un pays lointain, et maintenant il lui a montré son caractère. Dans ses pensées, la bouteille était déjà vide. La jeune fille a suggéré que l'empereur pourrait avoir un fétichisme pour l'amour malheureux. Elle s'était déjà couchée, mais ses pensées l'empêchaient toujours de s'endormir. Elle pensait que c'était fou qu'il ne se soucie pas de son amant. Adèle se souvenait des instructions de son père. Il a dit à sa fille de se présenter comme si elle avait tout, et ne pas se comporter modestement. Après tout, quand elle n'a plus rien, les gens le comprendront immédiatement. Et maintenant, la jeune fille comprit que s'il était révélé qu'elle n'était devenue impératrice qu'en parole, et que l'empereur lui-même ne la reconnaissait pas, alors elle serait déchirée en morceaux le même jour. Adélaïde s'est forcée à réfléchir et à chercher la solution optimale. Le lendemain matin, elle décida de se renseigner auprès des servantes qui géraient les affaires importantes du palais. Le domestique a répondu que le poste était toujours vacant. La brune a été surprise et a fait valoir que dans ce cas, il devrait y avoir un remplaçant temporaire. Elle a demandé si Diane Poitiers était responsable de tout. La femme de chambre a dit que tout était ainsi. Adélaïde a demandé qui avait fait cela auparavant. La jeune fille répondit timidement qu'il s'agissait d'Anna Giggs, la femme du comte. L'impératrice ordonna que la comtesse soit appelée immédiatement. Et dit-lui qu'elle veut la rencontrer. Elle ordonna également qu'on lui apporte la dernière édition du Code des lois de l'Empire. Notre héroïne feuilletait les pages, les lisant rapidement les unes après les autres. Il s'est avéré que l'empereur actuel a confié la gestion du palais à Diane Poitiers au lieu de l'impératrice. Cependant, parallèlement à la nomination à ce titre, Adélaïde a reçu un droit exclusif. La jeune fille ferma le livre et posa la main dessus. Elle a trouvé en elle ce qu'elle voulait. La servante a dit à Sa Majesté qu'un invité était venu la voir. L'impératrice était déjà prête à accepter. La comtesse Élisabeth a salué Sa Majesté. Elle se souvient qu'il l'avait déjà rencontrée lors du banquet. Adélaïde a déclaré qu'elle était heureuse de revoir madame, et elle a assuré qu'elle-même voulait aussi la rencontrer. Les dames étaient assises l'une en face de l'autre à la table du thé. Les domestiques leur mirent aussitôt la table. L'impératrice ordonna aux serviteurs de sortir un moment. Ils obéirent docilement à Sa Majesté. Élisabeth pensait que la femme de son frère était plus petite qu'elle ne l'avait imaginé. Mais elle n'avait en aucun cas le sentiment d'être faible. La duchesse sentit littéralement avec sa peau qu'une aura dominante planait autour de l'impératrice. La jeune fille rayonnait de calme et de confiance dans toute son apparence. Élisabeth a dit à Sa Majesté qu'elle l'aimait bien. Elle a également dit qu'elle avait entendu dire qu'elle avait appelé Anna Giggs. Et elle a assuré qu'elle était sa nounou. Adèle lui a demandé pourquoi elle avait commencé à lui parler de ce sujet. La blonde était sûre que cette démarche signifiait son désir de renforcer sa position au sein du palais.
Élisabeth pensait que c'était évident, et elle était d'accord avec le bon choix de le faire. Mais elle m'a assuré que ce serait difficile. Après tout, Diane Potier avait un avantage, l'amour de l'empereur. Et derrière eux se tenait le duc des Fontes. Et tous les gens du palais étaient leur peuple. Adèle a dit qu'elle devait demander quelque chose. Elle se demandait si le fait de vouloir reprendre la direction du palais aurait un effet sur la duchesse. Élisabeth a noté l'extrême franchise de l'impératrice. Et j'ai décidé que cela valait la peine de lui parler directement et concrètement. La blonde commença à révéler les cartes. Elle rapporte que Sa Majesté était sous le contrôle de Diane de Poitiers et du duc de Desfontes. Mais à cause de cela, il ne pouvait pas suivre le véritable chemin de l'empereur. La duchesse a insisté sur le fait que c'était la raison pour laquelle elle voulait qu'Adélaïde coupe les ficelles avec lesquelles Karl dirigeait son bar. Et pour cela, Adélaïde aurait dû prendre le contrôle de la gestion du palais. Élisabeth a assuré que sa nounou l'aiderait beaucoup avec cela. Elle m'a également conseillé de faire savoir qu'elle cherchait une assistante. Cela a beaucoup surpris la jeune fille. La blonde a déclaré que la gestion du palais et ses affaires internes sont le plus souvent assurées par une femme. Et ce serait bien si un homme devenait conseiller de l'impératrice. Adèle se souvient que chaque fois que son père changeait de concubine, sa mère se procurait une assistante. La brune a résumé les propos de la duchesse. Puisque l'empereur avait une bien-aimée, elle aurait dû avoir un amant. Élisabeth a insisté sur le fait qu'elle ne devait rien faire par méchanceté. Après tout, dans l'Empire, il était très important de ne pas perdre la face. Elle a dit à l'impératrice qu'après toutes ces insultes, elle ne faisait rien. Ensuite, tout le monde la méprisera et murmurera qu'elle est pire que n'importe quelle maîtresse. Et elle a également déclaré que si le duc Valdor lui envoyait une candidature, elle aurait alors dû accepter sa candidature sans hésitation. Ces mots firent réfléchir Adèle. On savait que Hannah Giggs entretenait une relation étroite et fructueuse avec l'impératrice précédente. Pour cette raison, elle était impliquée dans les affaires du palais et était la nounou de la grande duchesse. Pendant longtemps, une femme a occupé une position élevée dans le palais. Mais sa vie habituelle a commencé à s'effondrer avec l'arrivée d'une personne. C'est devenu Diane Poitiers. Cette fille a causé le malheur et la mort de la précédente impératrice. La blonde ressemblait étonnamment à la mère biologique de l'empereur Charles. Et bientôt il tomba follement amoureux d'elle. Et après un certain temps, Son Altesse confia toutes les affaires du palais à sa concubine. Tout d'abord, après avoir pris le pouvoir entre ses mains, Diane a expulsé Hannah Giggs du palais. Ensuite, la vieille dame a été licenciée en disgrâce. Elle se tenait maintenant devant la nouvelle impératrice avec un extraordinaire sentiment d'excitation. Adélaïde regarda avec sympathie la comtesse déjà d'âge moyen, dont le nom avait été terni par une fille. La femme essuya une larme avare. Elle a demandé pardon, et elle a dit qu'elle n'était pas là depuis si longtemps que les larmes lui montaient naturellement aux yeux. La jeune fille a demandé si le palais était resté le même qu'il était du vivant de l'impératrice. Hannah passa sa main sur le dossier du canapé rembourré rouge. Elle a insisté sur le fait qu'elle se souvenait du jour où elle l'avait choisi. Mais maintenant, elle penserait que cela vaudrait la peine de changer. Adélaïde a déclaré qu'elle aimerait lui confier cette affaire. Elle a demandé si la comtesse était d'accord. La femme a répondu qu'elle accepterait volontiers la proposition. Mais il lui semblait que cela ne plairait pas à Sa Majesté. La brune demanda si la dame acceptait de travailler pour elle dans ce palais comme autrefois. Hannah Giggs a répondu que, comme elle l'avait déjà dit, elle accepterait son offre avec gratitude. Puis une femme de chambre entra et informa Sa Majesté que la robe qu'elle avait récemment commandée était déjà arrivée. Adèle a demandé quel était le problème. La servante hésita à répondre, ne sachant comment lui dire. La comtesse est venue à la rescousse. Elle a demandé pourquoi la fille hésitait, et elle m'a ordonné de tout lui dire tel quel. La femme de chambre a déclaré qu'il y avait un problème dans la gestion financière du palais. Elle fut informée qu'il ne pouvait pas payer la robe de l'impératrice. Alédia pensait que c'était une sorte d'absurdité qu'il ne puisse pas se permettre de payer sa robe. La jeune fille suggéra un moyen de sortir de leur situation, comme pour demander conseil à la comtesse. Inviter des commerçants chez elle et les payer personnellement. Hannah Giggs était d'accord avec cette approche. Après tout, des rumeurs inutiles ne pourraient que nuire. Il fallait bien remercier les commerçants pour qu'ils gardent tout secret. Mais la comtesse estimait que l'impératrice n'aurait pas dû les rencontrer en personne. Et elle lui a proposé de lui confier cette mission. Adèle ordonna aux domestiques d'aller amener le marchand ici. Elle obéit docilement à Sa Majesté. La femme de chambre est partie exécuter la commande. Et la fille est allée dans sa chambre. Bientôt, elle sortit un lingot d'or du sac. Elle se dit qu'elle ne pensait pas en avoir besoin si tôt. Et comme ils avaient décidé de la défier, elle était prête à l'accepter. La comtesse, sortant partiellement un lingot d'or d'un sac en lin,
dit qu'elle examinerait la qualité de la robe et la paierait. Et elle a demandé la permission d'utiliser la totalité du montant sans restituer le reste. Elle a exprimé l'espoir que l'honneur d'Adélaïde ne soit pas terni par cet événement. La jeune fille a dit que c'était pour cela qu'elle avait apporté ce lingot et qu'il était désormais à la disposition de la comtesse. L'impératrice a demandé à la femme comment elle pensait que cela pouvait arriver. Hannah a déclaré discrètement qu'il n'y avait probablement aucun budget alloué à son palais. Cela surprit et intrigua un peu la jeune fille. La comtesse expliqua qu'à Équemont, le budget de l'année suivante était distribué à la fin de l'année précédente. Et comme Adélaïde était arrivée récemment, son palais n'était probablement pas pris en compte. La jeune fille a demandé ce qui se passait et comment cela était censé se produire. Mais Hannah a nié. Elle a assuré qu'il était possible de distribuer des fonds via un système supplémentaire. Certes, seule Sa Majesté l'Empereur contrôlait ce budget. Adèle commença à penser qu'elle devrait le rencontrer en personne. Puis la servante entra. Elle rapporta à Sa Majesté qu'elle avait déjà amené le marchand. L'impératrice a ordonné qu'il soit amené ici. Adèle se tourna vers la comtesse. Et elle a dit qu'elle l'espérait. La femme a répondu que Sa Majesté ne devrait s'inquiéter de rien. Hannah Jiggs a osé demander où allait l'impératrice. La jeune fille était déterminée et semblait pressée d'arriver quelque part. Elle répondit vaguement qu'il fallait connaître l'ennemi de vue. Et elle a demandé de ne pas s'inquiéter pour elle. Elle lui a dit de rester dans son palais aujourd'hui. Le palais de l'empereur était brillamment éclairé par le soleil. Des drapeaux avec des armoiries décoraient le groupe d'entrée. Les hommes furent extrêmement surpris par l'apparition de l'impératrice ici. Ils ont salué Sa Majesté. Adélaïde a demandé si la réunion centrale avait lieu ici. Les salariés l'ont confirmé. La jeune fille annonça qu'elle était venue demander audience à l'empereur. L'homme répondit que si elle attendait dans le salon, il se renseignerait auprès de l'empereur et l'en informerait. Adélaïde a dit « Pas besoin ». Elle a ordonné qu'on l'emmène dans la salle d'attente de la réunion. Et elle a dit qu'elle attendrait là-bas. Elle voulait voir comment se déroulèrent les réunions. L'homme à la barbe et à la moustache soignée était habillé tout simplement. Il a sincèrement demandé à son Altesse de leur envoyer des grévistes qui pourraient détruire la tour. Il a également demandé l'aide de gardiens susceptibles de les protéger. Il a assuré que des gens étaient en train de mourir en ce moment et que des monstres volants avaient déjà commencé à émerger de là et qu'ils ne pouvaient pas être arrêtés. Le comte des Fontes lui-même fut surpris de cette demande d'aide. Et il considérait cet homme comme un montagnard incapable d'analyser correctement la situation. Le jeune Poitiers demanda au comte Kelvin de ne pas exagérer son problème. Après tout, il avait une tour au 4e niveau. Mais l'homme a insisté sur le fait qu'ils ne le comprenèrent pas, car le portail grandissait rapidement. Le comte de Poitiers supposait que s'ils envoyaient des magiciens sur leur territoire. Et à ce moment-là, la tour du 1er niveau descendra sur le palais de l'empereur lui-même. Et que doivent-ils faire dans ce cas? Il considérait comme égoïstes les demandes visant à mettre en jeu la sécurité de l'empereur. Le comte Kelvin est furieux et demande à Lennox Poitiers de répondre de ses propos. Le type aux yeux bleus était également indigné. Il avait absolument raison. Son visage était déformé par une grimace de rage. Et notre héroïne écoutait tout cela à travers la porte close de la salle de réunion de l'empereur. Elle réfléchit à la question qui s'était posée. Puis le duc Valdor parla. Il s'adressa à Sa Majesté. Et il a dit qu'il considérait qu'il était nécessaire d'envoyer de toute urgence de l'aide aux possessions du comte Kelvin. Il assura que l'empereur avait suffisamment de monde. De plus, les magiciens impériaux étaient présents dans le palais. Le jeune Poitiers interrompit d'un cri le ministre de la Défense. Il a dit que les magiciens ne s'amusaient pas dans le palais. Karl a crié « Stop !» et frappa la table avec sa paume. Il avait un papier entre les mains. L'empereur dit au comte Kelvin qu'il était désolé que cela soit arrivé à son pays, et il a assuré qu'il étudierait sa demande. L'homme pleurait. Il a demandé à Sa Majesté d'avoir pitié de lui. Il était clair que le comte était complètement désespéré. Karl annonça qu'avec cela, il déclarait leur réunion close. Il a dit que tous ses membres pouvaient être libres. Quelqu'un se levait déjà. Certains se regardaient et échangeaient de courtes phrases. Le duc Valdor n'était pas pressé de quitter la salle, et le comte Kelvin était en larmes. Elle pensait que tout était fini pour lui et que la fin était venue. Un employé s'approcha de l'empereur et lui dit que Sa Majesté l'impératrice l'attendait. Karl était extrêmement surpris. L'homme a dit qu'elle était dans la salle d'attente, et il a demandé où cela valait la peine de l'accompagner. Le souverain a répondu que dès que la salle de réunion serait libre, il l'inviterait ici. En partant, les participants à la réunion furent surpris de voir l'impératrice les attendre. Ils saluèrent joyeusement Sa Majesté en baissant la tête devant elle. La jeune fille comprit qu'en fin de compte,
L'empereur avait décidé de ne pas envoyer de magicien pour aider le comte Kelvin. Et elle a décidé de rencontrer personnellement cet homme elle-même. Mais alors quelqu'un lui a crié « Belle fille !» L'homme aux cheveux argentés ouvrit les bras, et il a dit qu'il était infiniment heureux de la voir ici. Les autres aristocrates s'étonnaient que le comte des Fontes s'adresse à l'impératrice avec autant de familiarité. Adélaïde plissa les yeux, mais ne répondit pas un mot de salutation. Le comte comprit qu'elle n'était pas si simple, et il a commencé à s'excuser auprès d'elle si ses paroles l'offensaient. L'homme lui assura qu'en tant qu'oncle aîné de l'empereur, il voulait lui témoigner de la gentillesse. La brune a dit qu'il y avait d'autres façons de le montrer, et elle lui a demandé d'être plus prudent à l'avenir. Le comte des Fontes inclina légèrement la tête. Il a assuré à Sa Majesté qu'elle garderait cela à l'esprit désormais. À ce moment précis, le duc Valdor s'approcha de l'impératrice. La brune salua l'impératrice avec une révérence retenue. La jeune fille reconnut Lionel Valdor. Elle répondit avec un sourire qu'elle était contente de le voir. Et elle se tourna vers lui pour qu'il lui montre le comte Kelvin. Et il venait de partir et entendit les paroles du discours de l'impératrice au ministre. Il salua Sa Majesté avec une profonde révérence. La jeune fille a déclaré avoir entendu parler de sa déclaration concernant des monstres volant sur son territoire. L'homme l'a confirmé. Adèle demanda s'il y avait des magiciens qui s'occupèrent de ces terres. Le comte informa Sa Majesté que ceux-ci étaient distribués dans le palais. À ce moment, le jeune homme blond s'inclina également. Il a dit qu'il était heureux de se rencontrer, et il s'est présenté comme étant Lennox Poitiers, vice-capitaine des magiciens. L'impératrice a dit au gars que le comte Kelvin avait des monstres volants. Et à Équemont, leur tour était distribué à la classe moyenne. Et il était clair pour elle que les résidents ne recevraient aucune aide. Le comte de Poitiers dit que l'impératrice n'avait rien à craindre. Il a assuré qu'il pouvait protéger le palais et qu'aucun monstre ne pénétrerait ici. Adèle comprit que ce type faisait seulement semblant de tout savoir. La jeune fille réalisa que Lennox la sous-estimait clairement. L'employé a interpellé Sa Majesté. Il dit que Sa Majesté l'empereur l'attendait. Adélaïde a répondu qu'elle comprenait tout, et elle a dit qu'elle était heureuse de rencontrer tout le monde. Elle se retourna et se dirigea vers son mari. Les aristocrates la regardèrent partir. Son regard froid et son comportement réservé montraient que la jeune fille appartenait à la classe supérieure. C'était exactement comme le jour où le duc Lionel Valdor l'a rencontrée pour la première fois. La jeune fille se leva et regarda intensément vers l'empereur. Elle essaya soigneusement de cacher son excitation. L'empereur était intrigué par l'arrivée de sa femme. Il ne s'attendait pas à la voir ici, au palais. Adèle était déterminée à ne pas baisser les bras et à défendre ses intérêts jusqu'au bout. Elle se dirigea vers la table pour s'asseoir. Et puis la question s'est posée de savoir pour quelle affaire elle était venue. Karl resta immobile et regarda sévèrement Adélaïde. La fille s'est assise. Le jeune mari lui a demandé de quoi elle voulait lui parler. La jeune fille baissa la tête. Elle lui a demandé pourquoi il avait décidé de l'épouser. Karl était perdu et ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Adèle a demandé pourquoi son mari avait décidé qu'elle convenait au poste d'impératrice. Elle a ajouté que c'était lui-même qui lui avait envoyé cette demande en mariage. Karl pensa que la fille avait raison, et lui répondit quelque chose de déplacé. Il était clair au regard d'Adélaïde qu'elle ne comprenait encore rien. L'empereur toucha l'encrier avec la plume et exprima pensivement que son existence était comme ses plumes. Le mari prit le stylo à la main et dit que sa seule présence suffirait. La jeune brune pensait qu'elle ne voulait pas être juste là, comme ses plumes sur son stylo. Elle était indignée, et elle remarqua elle-même, en regardant la plume, qu'elle n'était même pas comparée à une verge, mais simplement à une plume. Contenant sa colère, la jeune fille demanda si son mari voulait lui dire qu'elle devait s'asseoir et simplement exister avec le titre d'impératrice. Adèle jeta un regard furieux vers l'empereur et lui demanda pourquoi il ruinait sa réputation. Karl a répondu avec hésitation qu'il ne l'avait pas fait. Adélaïde est passée à l'offensive et a demandé si son mari avait peur qu'elle puisse nuire à Diane Poitiers. Karl était extrêmement perplexe face à ces questions. Prenant l'agréable tissu velours de la robe dans ses mains, Adèle pensa que c'était en fait la raison pour laquelle elle était ici. Se levant de son siège, elle dit qu'elle était heureuse qu'il veuille qu'elle assume le rôle d'impératrice. Après tout, leurs pensées étaient d'accord sur ce point. Le regard de l'empereur resta calme et sévère. La jeune fille se redressa et dit avec assurance qu'elle acceptait de remplir toutes ses obligations. Elle souhaitait également qu'il l'assiste en sa qualité d'empereur d'Équemont. Karl demanda perplexe quel genre d'aide sa femme attendait de lui. Notre héroïne, debout devant l'empereur, a répondu qu'elle avait d'abord besoin d'un assistant, quelqu'un avec qui elle pourrait résoudre les problèmes de l'Empire. Et ce serait bien de consulter le manager. Mais malheureusement,
Il s'est avéré qu'il s'agissait de Diane Poitier. Et elle a dit qu'elle ne pouvait pas l'appeler pour conférer. Cela a motivé Adèle à choisir Hannah Giggs pour ce rôle. L'homme fut surpris. L'épouse a déclaré avoir entendu dire qu'elle aurait été escortée hors du palais. Elle a demandé qu'Hannah retrouve son ancien poste. Elle a assuré qu'elle n'allait pas la restaurer à un poste de direction. L'empereur était d'accord avec cela. Mais sa femme a dit qu'elle avait encore quelque chose à voir avec lui. Elle a déclaré que le palais de l'impératrice n'était pas pris en compte lors de la répartition du budget. Adèle a exprimé l'espoir que son mari utiliserait un système de financement supplémentaire. La jeune fille, sans attendre, quitta l'empereur sans lui dire au revoir. Elle s'éloigna lentement et fièrement, la tête relevée. Sa robe écarlate représentait le pouvoir de l'impératrice Écmond. Karl se rappelait comment, lorsqu'il était enfant, il tendait toujours la main, mais ne pouvait jamais toucher l'ourlet de la robe de son Altesse. Et sa mère le plaignait toujours. Elle a dit que l'impératrice ne le reconnaîtrait jamais. Ce souvenir donnèrent mal à la tête à l'empereur. Il a essayé d'une manière ou d'une autre de calmer cette vague pulsée qui s'est précipitée sur lui si brusquement, remplaçant l'image du souvenir de 16 années d'enfance. Charles se demandait comment le budget du palais de l'impératrice ne pouvait pas être réparti. L'empereur appela les serviteurs. Bientôt, un type apparut sur le pas de la porte. Il était prêt à servir Sa Majesté. Et il ordonna que Diane soit appelée auprès de lui. La concubine fut bientôt devant l'empereur. Elle le regardait innocemment avec ses yeux couleur ciel. La jeune fille lui a demandé pourquoi il l'avait appelée. En se rapprochant de son amant, l'empereur lui demanda si elle avait apporté des documents relatifs au budget du palais. Diane l'a confirmé. Elle plaça devant lui la pile de papiers qu'elle avait apportés. Après les avoir parcourus rapidement, l'empereur demanda « Pourquoi aucun fonds n'a-t-il été alloué au palais de l'impératrice ?» Après tout, cela aurait dû être lors de son couronnement. Le blond affichait une expression confuse sur son visage. Elle se demandait si elle avait pu oublier de faire ça. Diane a demandé à Sa Majesté de lui pardonner d'avoir oublié de vérifier cela. Elle m'a assuré qu'elle pensait que cela avait déjà été fait. Une larme coula sur la joue du blond. Des mots d'excuse s'échappèrent de ses lèvres. Mais l'empereur lui aboya brutalement pour qu'elle s'arrête. L'empereur a dit qu'elle pouvait encore tout réparer maintenant. Il lui a ordonné d'arrêter de pleurer. Et il tendit son mouchoir. Diane supposait que l'impératrice était très en colère contre elle. Et elle a demandé ce qu'elle devait faire maintenant. Elle a utilisé le mouchoir de Sa Majesté. Et l'empereur se rendit compte que la jeune fille lui rappelait encore une fois sa propre mère. Enfant, sa mère pleurait souvent et appelait son fils avec des mots affectueux, lui demandant ce qu'elle devait faire. Diane sortit l'empereur de ses pensées. Elle sourit et lui demanda de quoi il voulait lui parler lorsqu'il l'appellerait chez lui. Et elle se rendit compte qu'elle avait une sorte de mauvais pressentiment. Charles dit froidement que le pouvoir de l'impératrice avait été transféré à son Altesse. Il a déclaré que toutes les affaires intérieures qu'elle gérait auparavant seraient désormais décidées par l'impératrice elle-même. La voiture roulait régulièrement sur les pierres de la rue pavée. L'homme a exprimé sa surprise face à ce spectacle récent. Il dit que le duc des Fontes voulait placer une marionnette à la place de l'impératrice. Et c'est pour cette raison qu'il trouva une princesse venue d'un empire lointain. Mais il n'a clairement pas calculé tous les mouvements. Le duc Lionel Valdor était d'accord. Il a dit qu'en un seul coup d'œil, l'impératrice changeait toute l'atmosphère autour d'elle. Son interlocuteur a déclaré qu'il comprenait désormais pourquoi l'impératrice avait envoyé sa fille dans un pays lointain d'outre-mer. Il savait que le nouvel empereur Gottorf n'avait que 14 ans. L'homme comprit que si une sœur aussi dominatrice était à côté du jeune dirigeant, cela pourrait le gêner beaucoup. C'est alors seulement qu'il remarqua que Lionel ne l'écoutait pas du tout, mais volait quelque part dans les nuages, plongé dans ses pensées. Le duc regarda par la fenêtre avec détachement. Il essaya de comprendre pourquoi, dès le premier jour de leur rencontre, cette belle mais si lointaine fille ne quittait pas sa tête. La comtesse Giggs a déclaré à Sa Majesté qu'elle avait fait un excellent travail dans cette tâche. La femme a placé une tasse de thé devant Adélaïde. L'impératrice a demandé à la femme si elle avait payé ses robes chez les marchands en sirotant du thé. Hannah lui répondit par l'affirmative. Adèle vit que la comtesse n'osait visiblement pas lui dire quelque chose. Et elle a directement demandé quel était le problème. La comtesse a demandé si Adélaïde avait personnellement choisi la robe qu'elle portait actuellement. La jeune fille haussa les épaules. Elle a dit que les femmes de chambre lui avaient demandé si elle voulait l'habiller. Et elle a accepté. Hannah a dit que dans ce cas, elle lui commanderait une nouvelle tenue. Adèle a demandé s'il y avait quelque chose chez lui qui était incompatible avec l'Empire. La comtesse a déclaré que la jeune fille ressemblait beaucoup à l'impératrice précédente. C'était comme si la jeune fille portait les vêtements de son prédécesseur. Elle croyait que cela pourrait provoquer l'empereur.
Hannah a dit qu'il était conseillé de ne pas porter de telle robe du tout. La jeune fille savait qu'elle était proche de l'impératrice précédente, et plus tard, Karl l'a expulsée. Cela lui paraissait étrange. Mais en pareil cas, elle préférait quand même suivre ses conseils. Et elle a promis qu'elle le ferait. La jeune fille savait qu'elle n'avait personne d'autre à qui faire confiance. Adélaïde a prévenu qu'elle devait également rencontrer le comte Kelvin. Pendant ce temps, la nuit descendait sur le palais d'Ivoire. Diane Poitiers était assise sur le lit. Elle enfouit son visage dans ses genoux et pleura. La jeune fille réfléchit à la façon dont elle était si facilement privée de pouvoir. Elle ne comprenait pas ce qu'Adélaïde avait fait. Après tout, elle a tout obtenu sans aucun effort dès sa naissance. Elle considérait qu'il était monstrueusement injuste que certains reçoivent tout et d'autres rien. Diana pleurait de désespoir. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda le jardin à la lueur nocturne des étoiles. Le palais d'Ivoire était magnifique, et l'empereur lui-même le donna à Diane. La jeune fille n'allait pas refuser ce cadeau si facilement. Bien que la mère de l'empereur ait voulu vivre dans le palais, celui-ci fut confié à une concubine. La jeune fille a décidé qu'elle ne se laisserait pas priver de ses biens. Son visage s'éclaira. Diana a fermement décidé qu'elle retrouverait à la fois son amant et le palais. À cette époque, l'empereur pensait qu'il était nécessaire d'allouer un budget supplémentaire. Diana appela alors Lorraine chez elle. Elle a demandé à la femme de ménage d'apporter ses documents financiers afin d'y apporter des modifications. Elle voulait de tout son cœur remettre l'impératrice à sa place et lui montrer qu'elle n'était qu'un mannequin avec un statut très médiatisé. Le comte Kelvin était assis sur le canapé du salon et était triste des événements à venir qui pourraient détruire tout l'Empire. L'impératrice entra majestueusement dans la salle. Ses cheveux corbeaux allaient parfaitement avec sa tenue violette et ses bijoux assortis. Elle était accompagnée de la comtesse. Elle s'assit sur le canapé d'en face et demanda aussitôt au comte, quand la tour magique était apparue, quel était son diamètre et si des monstres volants apparaissaient. Le visage de Kelvin montrait l'horreur. Il craignait leur manque d'attaquants et de mages défensifs. Seuls les résidents locaux se sont battus avec les créatures volantes, mais leurs efforts ont été totalement vains. Il était surprenant qu'il n'y ait pas un seul magicien défensif ni un seul guerrier. Et tout ce qu'ils avaient, c'était l'aide de magiciens des environs, trop faibles pour les créatures du 4e niveau. Le manque d'aide et même une tour de 2e niveau indiquaient déjà qu'ils étaient simplement livrés à eux-mêmes. Le comte Kelvin s'adressa à l'impératrice avec un plaidoyer. Il a demandé de sauver les résidents ordinaires. Ils ont été réduits en lambeaux par d'énormes dents et griffes, et les chevaliers étaient épuisés et ne pouvaient pas lutter contre les monstres. La comtesse, qui apparut sur le seuil, s'indigna et dit au comte d'arrêter d'effrayer la jeune impératrice. Adèle elle-même comprenait parfaitement à quel point le comte décrivait superficiellement ce qui se passait, et à quel point il avait peur de blesser ses tendres sentiments avec son histoire. Une image apparut dans les yeux de l'impératrice. Un petit garçon fondait en larmes près du corps de sa mère décédée, déchiqueté par des monstres volants. Adèle comprit que la tour était une chance de salut. Mais la mère de l'impératrice lui a demandé de ne pas intervenir et de simplement fermer les yeux sur ce qui se passait. En retour, elle a promis à Adèle de jeter le monde entier à ses pieds. La jeune fille a répondu à sa mère qu'elle prenait des décisions si facilement parce qu'elle n'avait pas vu de ses propres yeux les tourments des habitants. Ce sont tous ses souvenirs d'une dispute de longue date. Après quoi sa mère l'a privée de ses droits héréditaires et du titre de princesse. Pendant ce temps, le comte dit au revoir à l'impératrice, s'excusa de son inquiétude et annonça qu'il partait pour son pays natal. Il a demandé à Adèle d'évacuer tous les résidents vers une zone sûre. Adèle a ordonné que les habitants soient emmenés dans des grottes et des donjons. Cela s'appliquait principalement aux personnes âgées, aux enfants et aux blessés. Elle a conseillé au comte de négocier avec d'autres comtés afin de tenir plus longtemps. Elle a fait valoir que cela pourrait constituer une résistance supplémentaire au contrôle central. Adèle a échangé des regards significatifs avec Countess Giggs. La femme a tout compris sans mots. Bientôt, Anna remit le sac en lin entre les mains du comte Kelvin. L'homme était extrêmement surpris et un peu confus. Mais lorsque le comte regarda le contenu, il fut tout simplement abasourdi. Il y avait là des lingots d'or. Il a demandé pourquoi ils avaient refait cela. Adèle a déclaré calmement mais avec confiance que cela aurait dû suffire pour parvenir à un accord avec les voisins. Elle a demandé pardon de ne pouvoir plus rien faire pour l'aider. Le ministre a demandé à son collègue son avis sur les raisons pour lesquelles l'impératrice avait appelé le comte Kelvin. Il a suggéré qu'elle pourrait être intéressée par les événements récents. Le gars a admis qu'il ne pensait pas que l'empereur refuserait d'aider le comte. Après tout, il a toujours été très dévoué à la famille impériale.
Le duc Lionel Valdor a insisté sur le fait qu'il était ridicule d'essayer de comprendre pourquoi un dirigeant abandonnait ses subordonnés en difficulté. À ce moment précis, le type au pince-nez vit par la fenêtre que le même comte Kelvin dont nous parlions était arrivé. L'homme marchait courbé et s'appuyait sur une canne avec sa main droite. À sa gauche, il avait un sac en lin. Le ministre s'est dépêché de rencontrer l'homme. Il le tenait par l'épaule. Et il demanda anxieusement ce qui lui était arrivé dans le palais de l'impératrice. Le comte détacha le sac et le remit au duc. Il y avait là des lingots d'or. Il a dit que l'impératrice avait ordonné l'évacuation des habitants. Lionel était surpris. L'homme a exprimé sa sincère gratitude au ministre. Il a rapporté qu'il devait maintenant revenir rapidement et aider les habitants de ces terres. L'assistant a demandé au comte d'attendre. Il lui demanda de le prendre et lui tendit le sac. Et il s'est excusé de ne pouvoir apporter personnellement son aide. L'homme a pleuré à cause de l'excès d'émotion qui l'envahissait. Il a dit qu'il avait tellement honte de lui-même. Bientôt, la voiture avec le comte Kelvin partit. Le ministre et son assistant s'occupèrent de lui. Le gars au pince-nez a dit au ministre que l'action de l'impératrice l'avait pas mal surpris. Lionel se demanda si elle avait donné l'or au comte pour qu'il puisse sauver ses habitants. Adèle a bu du thé. Elle a dit que la seule chose qu'elle pouvait faire était de donner au comte quelques lingots d'or. La comtesse Giggs était convaincue que Sa Majesté avait fait tout ce qui était en son pouvoir. La jeune fille se souvenait de la façon dont sa mère la traitait d'intelligente. Et elle a assuré que le monde était structuré de telle manière que les intelligents créaient et les sages capturaient. Par conséquent, en tant que mère, elle a conseillé à sa fille d'agir avec sagesse. Adèle était triste de devoir endurer des insultes et de la honte, et elle ne pouvait donner qu'un peu d'argent à quelqu'un qui avait désespérément besoin d'aide. Et tout cela était dû à son manque de puissance. La jeune fille a compris que la seule façon d'accéder au pouvoir dans un pays étranger était de réfléchir à l'avance à ses actions. La comtesse versa du thé dans une tasse. Elle suggéra à Sa Majesté de demander une audience à l'empereur. La femme a dit que puisqu'ils étaient à Équemont, cela valait la peine d'établir un contact avec Sa Majesté. Adélaïde avait l'air pensive. Elle réfléchissait à la manière d'établir de bonnes relations avec l'empereur. Bientôt, du fard à joues et du rouge à lèvres furent utilisés. La comtesse Giggs assura à Sa Majesté qu'elle était tout simplement magnifique. Adélaïde a tressé ses cheveux. Je portais un tour de cou et des boucles d'oreilles en ensemble. Une robe bleue stricte avec un volant à l'encolure et une silhouette ajustée soulignait la sophistication féminine. La jeune fille se demandait quel acte sage lui faciliterait la vie à Équemont. Elle pensait qu'elle devait d'abord améliorer ses relations avec l'empereur. L'empereur était assis seul dans son bureau. Les serviteurs lui rapportèrent la visite de Sa Majesté. Il hocha silencieusement la tête en réponse. La porte de la chambre s'ouvrit. Sa Majesté l'impératrice y entra. L'attention de Karl fut immédiatement attirée par sa luxueuse robe couleur saphir. Les cheveux noirs de la jeune fille étaient peignés sur le côté, exposant l'arrière de sa tête. Des yeux dorés et des lèvres rouges vifs, une peau parfaitement blanche et des lignes gracieuses de clavicule complétaient ce spectacle enchanteur. Karl fut un instant perdu dans sa beauté. La fille semblait complètement différente. Elle s'assit en face de son mari. Il demanda ce qui l'avait amené ici à une heure si tardive. Adèle lui proposa de partager le repas du soir avec elle s'il n'avait pas déjà dîné. L'empereur a dit qu'il était sur le point de la contacter parce qu'il voulait clarifier quelque chose. Il lui demanda pourquoi elle avait appelé le comte Kelvin. Sa confusion le fit sourire. Incapable de se retenir, il reposa sa question. Adèle avait du mal à trouver les mots. Elle a répondu qu'elle s'intéressait simplement à ceux qui se passaient sur ces terres. Et j'ai essayé de savoir auprès de Karl à quoi il faisait allusion. L'empereur continuait à dire avec confiance que le comté de Kelvin était en train de mourir à cause des monstres. Mais il était déterminé à ne pas proposer son aide et le renvoya. L'empereur avait appris qu'Adélaïde avait donné au comte des lingots d'or. Karl lui a demandé pourquoi sa femme avait fait cela. Adèle était surprise que les rumeurs lui parviennent si vite. Elle était sans voix et embarrassée. Et l'empereur continuait à la gronder à ce moment-là. Il l'accusait de vouloir jouer seul un bon rôle. Et il a souligné que l'impératrice avait un cœur plus généreux, contrairement à l'empereur. La jeune fille répondit précipitamment à Sa Majesté qu'elle avait appelé le comte pour savoir comment les choses se passaient sur son territoire, et lui donna une petite somme d'argent pour qu'il y évacue tous les habitants. Il y avait une atmosphère tendue dans la salle. L'impératrice s'est souvenue du conseil de sa mère de se concentrer sur le bien et d'exclure le négatif. Les lèvres rouges de l'empereur se courbèrent en un sourire, et elle ne pouvait détourner le regard. Il se leva et s'approcha de la jeune fille. Ceux yeux dorés ne quittèrent jamais les siens.
Elle a déclaré qu'il s'agissait d'un acte humain qu'elle ne pouvait s'empêcher de poser. L'empereur répondit en souriant qu'il ressortait de ses paroles qu'il n'était pas un homme. Adèle ouvrit la bouche mais ferma rapidement les yeux. La chaleur est montée. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Elle savait que ça ne pouvait plus continuer ainsi. Ouvrant les yeux avec surprise, elle vit que l'empereur attrapait légèrement ses cheveux noirs, tressés sur le côté. Il passa le bout de ses doigts dans ses cheveux. Il regarda tendrement sa clavicule enfoncée. Elle semblait aussi fine que ses doigts. Il se demandait à quel point c'était durable. L'empereur pencha impulsivement la tête et leurs épaules faillirent se heurter. La mâchoire de l'empereur trembla et il serra les dents. Appuyant son nez contre sa clavicule, il inspira profondément, appréciant son doux parfum. Karl s'est demandé si elle était la même femme qui captivait la foule avec son regard. Il regarda son beau visage et fut surpris de voir un regard féroce, plein de colère. L'empereur, souriant, lui demanda si elle était venue vers lui aujourd'hui sous une telle image, non pas pour le séduire et passer leur première nuit ensemble. Il a demandé à sa femme la permission de la serrer dans ses bras. Il voulait déjà embrasser sa femme et lui demanda de fermer les yeux. Mais Adèle a refusé de le faire. Elle exigea qu'il s'arrête, portant fièrement le regard de l'empereur.